Mardi 25 juillet, bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, beaucoup de pluie, plus de 50 mm de cumul sont tombés en 1 heure par endroit. Nous irons à Rivière-Pilote où les habitants retenaient leur souffle comme à chaque épisode pluvieux. Air Antilles va-t-il déposer le bilan? Après plus de 10 jours de grève, des centaines de milliers d'euros perdus, les dirigeants se disent au bord du gouffre. Les pilotes, eux, n'en démordent pas. Au milieu, les voyageurs qui continuent de s'impatienter. Plus de 5 000 euros de déficit à la caisse des écoles du Saint-Esprit. Le carton rouge de la Chambre régionale des comptes qui préconise des mesures drastiques pour revenir à l'équilibre, comme diminuer la masse salariale ou encore augmenter les tarifs de services périscolaires. Pour finir, nous irons au Fort Saint-Louis pour assister à la réunion officielle de lancement du Tour d'Ailleul. À 5 jours du coup d'envoi, les équipes, les patrons d'embarcation sont rassemblés. Nous serons sur place en direct avec vous, Stéphane Lupon. À tout à l'heure, Stéphane. Du Prêcheur à Sainte-Anne, les pluies se sont abattues sur tout le territoire. Rivière-Pilote n'est bien sûr pas épargnée. À chaque intempérie, la commune redoute les pires inondations. Cette fois, seul un cours d'eau a débordé. Raphaël Luce et Libelle Rose. Malgré sa hauteur, la rivière n'a pas débordé aujourd'hui. La commune de Rivière-Pilote est souvent citée parmi les plus touchées lors d'intempéries. Plus de peur que de mal, car cette fois-ci, il n'y a pas eu de dégâts. Malgré cela, le maire et son adjoint veulent s'assurer que tout est en ordre. Il y a eu une inondation ce matin dans cette zone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évacuation de l'eau, ce qui a bloqué un peu la circulation. Donc c'est probablement lié au fait que le canal d'évacuation est obstrué. Beaucoup de structures, à l'image de ce bâtiment, sont susceptibles d'être inondées. La vigilance est systématique à chaque mauvais temps dans les quartiers pilotins. Huguette est référente du quartier Lamonie depuis plusieurs années. Elle a été désignée par la mairie pour avertir en cas de problème. Il faut que je demande aux voisins est-ce que ça va, passer les voir. Et après les intempéries aussi pour voir s'il y a des dégâts pour alerter monsieur le maire. Un peu plus loin, nous retrouvons Roger, habitant au bord de la rivière. Année après année, il constate l'évolution de son environnement qui se dégrade à cause d'un pont situé en aval. Je me bats contre l'existence de ce pont qui fait 3 mètres sur 2,50 mètres. Comment peut-on obliger 100 mètres de rivière en torrent à passer dans un trou de 2,50 mètres sur 3 mètres? La solution majeure, celle que nous avons décidée, c'est de casser le pont qui est là et de le refaire pour permettre à l'eau de s'écouler normalement. D'ici 15 mois, le pont de la Concorde sera reconstruit dans les normes. Plusieurs problématiques reposent sur la ville de Rivière-Pilote concernant les inondations. Elles devront être résolues au plus vite pour éviter de nouvelles dégradations. Un temps à rester chez soi. Que faisaient donc toutes ces familles à la rivière de Cœur-Bouliki? Vers 11 h, l'eau est montée à l'entrée du site, les empêchant de quitter les lieux. 21 personnes sont restées prisonnières pendant plusieurs heures avant d'être repérées d'abord par les autorités qui effectuaient tout simplement une ronde préventive. Les gendarmes et pompiers ainsi que l'adjoint au maire de Saint-Joseph ont été mobilisés. L'évacuation n'a été possible qu'en fin d'après-midi. Claude Adel, adjoint au maire, réagit au micro d'Edwin Elderal et Fabienne Léonce. La seule alternative, c'est qu'ils attendent la décrue, qui sera longue. Donc ils risquent d'être encore ce soir ici. Donc on est là pour les rassurer, déjà, puisqu'il y a des autochtones, mais il y a également des touristes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'événement. Et donc on va rester le temps qu'il faudra pour qu'ils soient rassurés. Si les pompiers sont au courant, donc s'il y a une intervention urgente à faire, un malade ou un malaise, le Dragon 972 est prêt à intervenir, sauf qu'il ne peut pas se poser, donc ça pourrait être un élitreillage. Mais bon voilà, nous sommes surtout là pour les rassurer et puis aussi pour s'assurer qu'ils ne vont pas commettre d'imprudence. Des rivières gorgées d'eau et pour cause, il est tombé jusqu'à 50 mm de pluie en 1 heure sur certaines communes. Ce soir, la vigilance est rétrogradée en jaune. L'onde tropicale s'éloigne de notre territoire, mais d'autres phénomènes sont attendus en fin de semaine. On fait le point avec Caroline Antich-Martin et Marc Balsa. On l'attendait dans la nuit, c'est finalement ce matin que l'onde tropicale forte a balayé la Martinique. Comme le montrent ces images tournées à Bellefontaine, d'Isaac
Et Volga-Plage, le sud et le centre ont été le plus touchés. 120 mm de pluie en 24 heures sur les 3 îlets et jusqu'à 140 mm sur les hauteurs de Fort-de-France. Le responsable de cet événement pluvieux que nous vivons actuellement, c'est une onde tropicale visible ici, l'onde tropicale 22, qui est une onde tropicale active et qui a abordé la Martinique depuis hier soir. Et les plus fortes pluies la nuit dernière avaient évité la Martinique, mais depuis ce matin, les lignes d'averses orageuses défilent sur notre île et ça entraîne des cumuls de pluie assez importants, les intensités de l'ordre de 30 à 50 mm en une heure. Des précipitations intenses accompagnées de vent. Météo France a enregistré des rafales sous averses comprises entre 70 et 90 km/h au Vauclin, à Font-Saint-Denis et sur la presqu'île de la Caravelle. Bonne nouvelle, le beau temps devrait revenir dès demain, mais 2 autres événements pluvieux sont attendus prochainement. On voit à l'arrière de l'onde tropicale qu'on a de l'air qui est beaucoup plus sec ici. Et ensuite, donc, pour le week-end, le début notamment du Tour d'Ailleul, donc on attend une onde tropicale, mais qui sera nettement moins active a priori que celle qu'on a connue. Donc on l'attend entre vendredi et samedi. Et ensuite possiblement une autre onde tropicale pour plutôt entre lundi et mardi. Pas de quoi perturber le coup d'envoi du Tour de Martinique d'Ailleul-Ronde, mais mieux vaut garder son parapluie à portée de main. En tout cas, pour aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ce déluge a fait tomber la brume de sable. Ce soir, l'air est beaucoup plus respirable qu'hier. Information de Madi Miner, qui reste tout de même en alerte. C'est Edwige Elderal et Fabienne Léonce. Une brume qui en remplace une autre. C'est le constat qu'on peut faire après 2 jours consécutifs de pluie. La brume de sable a disparu, en partie grâce aux intempéries. Ce que l'on observe depuis ce matin, c'est une baisse significative des concentrations en particules fines PM10 qui a été provoquée notamment par des cumuls de précipitations relativement importants qui étaient prévus par Météo France. Un épisode pluvieux qui ne fait pas que des malheureux. On peut voir au niveau de la mer des Caraïbes que l'épisode de brume de sable qui nous concernait la semaine dernière s'évacue progressivement en direction de l'ouest. Pour les 2 prochains jours à venir, c'est que la qualité de l'air devrait rester bonne. On pense que ce sera notamment permis par la persistance de conditions météorologiques perturbées. Cet épisode de brume de sable persistant n'est pas nouveau. Il faut donc rester vigilant car cette période est délicate pour les plus fragiles. On est encore en période de brume de sable, donc on en a certainement va terminer. On ne sait pas encore quand arrivera la prochaine. Mais lorsque arrivera le prochain épisode de brume de sable, Madi Miner continuera sa mission d'alerte. La vigilance reste bel et bien de mise pour les semaines à venir. Il est recommandé pour les personnes fragiles de se tenir à distance des principales sources de pollution et de cesser toute activité sportive. Et aujourd'hui, c'est sous une pluie battante que le parcours santé-bien-être du Gros Morne a été inauguré. C'était ce matin. Une visite du jardin était prévue. Elle a finalement été annulée, transformée en moment de partage sous le petit chapiteau, comme vous le voyez. Parmi les invités, des élus, des représentants de l'ARS également. On peut y voir une réconciliation après toutes ces tensions pendant la crise Covid où cet endroit qui prônait la médecine par les plantes était perçu comme lieu de résistance. On écoute le mot du maire du Gros Morne, Gilbert Couturier, puis la réaction d'Anne Bruyant-Bisson, directrice de l'ARS. Ils sont au micro d'Irène Émonide et d'Ibel Rose. En 2021, 11 novembre, il y a une bidim manifestation qui était ici. Pour te rappeler que Martinique a resté Martinique et Martinique doit prendre conscience qu'il y a un environnement qui est extraordinaire. Martinique te répond massivement. Jeudi, nous passons dans l'autre étape qui a démontré que nous avons venu en jardin et nous avons fait activité physique, visiter. Pour l'instant, il faut clôturer, il faut bien sécuriser, mais ça a venu. Et c'est le premier jardin à un modèle qui est labellisé. Et nous allons continuer à bêcher parce que deuxième étape là qui vient. Deuxième étape là qui permet que là où quel que soit Martinique, quel que soit touriste là, quel que soit gros Mornais qui arrête en commune et qui les dit aller dans jardin les Caraïbes, et bien ils savent qui ça y trouver, qui côté y est. Les plantes médicinales, c'est clair pour l'ARS, c'est pas un traitement direct.
c'est une manière complémentaire d'aborder des traitements et d'aborder un parcours au cours d'une maladie ou éventuellement en prévention. Mais pour cela, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et nous soutenons effectivement une initiative du GITPROM qui a pour objectif, vis-à-vis de toutes les plantes locales, eh bien, de donner le bon usage. Donc c'est ça qu'on essaye de promouvoir, puisqu'on sait que notamment pendant la période du Covid, mais c'est vrai en Martinique comme c'est vrai dans des tas d'autres pays, il y a eu peut-être une crainte ou une peur des médecines plus dites occidentales ou traditionnelles ou habituelles, et que ça a pu conduire aussi à des mises en danger, à contrario, par un mauvais usage de plantes qui, elles, sont bonnes. Les plantes, elles ne sont pas mauvaises en soi, c'est juste savoir quand les prendre et au bon moment. Dans le reste de l'actualité, 10e jour de grève à Air Antilles. Des centaines de millions d'euros perdus et toujours pas de sortie de crise en vue. C'était le pire scénario possible selon la direction qui pointe un risque de liquidation judiciaire pour l'entreprise basée en Guadeloupe. Le reportage sur place de Rudy Rilsi. Ce matin au terminal régional, les conséquences de la lutte à Air Antilles étaient visibles une fois de plus au contrôle de la compagnie. Personne ne nous a accueillis. Et il n'y a que les autres agences qui venaient vers nous poser des questions. Ce qui m'a un peu étonnée parce qu'en fait, j'ai reçu aucun mail en fait. Ils nous ont envoyé là-bas à Corsair, puis après Corsair nous a envoyé ici. Chacun a dit que c'est le problème de l'autre. Et puis, toujours est-il qu'on n'a pas de solution. Depuis 10 jours, la section CARE du syndicat national des pilotes de ligne est en grève. Une situation qui a poussé la création d'un collectif des personnels au sol qui exigeait dans ce communiqué la reprise du travail ce lundi, tandis que les pilotes doutent de la crédibilité de ce collectif. Le retour qu'on en a de nos collègues du sol, c'est qu'ils ne légitiment pas en fait ce mouvement. La grève des pilotes de la compagnie Air Antilles se poursuit donc et le collectif s'interroge sur le but de cette mobilisation qui, de leur avis, pourrait les jeter à la rue, d'autant qu'ils n'ont jamais été contactés par les grévistes. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication entre eux et nous. C'est deux pôles complètement différents au sein d'une même compagnie. Donc ce qui fait qu'on est dans une situation, nous aussi, on se retrouve pris en otage. Et les conséquences peuvent être graves. Selon la mandataire ad hoc dépêchée en CSE centrale le 21 juillet dernier, une liquidation serait envisageable, ce qui, précise la mandataire, devrait mécaniquement entraîner le licenciement de l'ensemble du personnel dans un délai maximum de 15 ou 21 jours, en cas de plan de sauvegarde de l'emploi. Vous entendez liquidation, vous entendez cessation de paiement. Quelque part, c'est légitime que ça vous fasse peur et qu'on a envie que ça s'arrête. On a envie qu'on remette un peu d'ordre dans la maison. Un bras de fer qui fait craindre donc le pire, d'autant que les pilotes ne veulent pas céder. On le redit, on le répète, on ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir d'issue. La direction a renvoyé carrément les SNPL en leur demandant de trouver des solutions économiques. Alors là, on est en plein délire. Une compagnie sur le point de disparaître, Dixit Eric Coury, qui précise que c'est la volonté d'une catégorie de personnel qui, soit dit en passant, est la plus privilégiée de l'entreprise. Je ne sais pas à quoi il joue, mais ça n'a pas porté ses fruits. Il considère que tout le monde ment. C'est une vision, c'est une option. La réalité, c'est qu'aucune entreprise ne peut continuer à exister sans activité, sans recettes et sans chiffre d'affaires. C'est impossible. Et comme pour enfoncer le clou, le syndicat Force ouvrière vient de déposer son préavis de grève. À compter de jeudi prochain, l'ensemble des salariés de CARE rentre en grève pour une durée illimitée. Et ce soir, le PDG d'Air Antilles, joint par téléphone, assure que la déclaration de cessation de paiement n'est pas encore déposée, mais qu'elle viendra sous peu. Une compagnie ne peut pas durer éternellement en pleine crise, a-t-il déclaré. Des comptes dans le rouge également à la caisse des écoles du Saint-Esprit avec un déficit de plus de 5 000 € pour revenir à l'équilibre. La Chambre régionale des comptes préconise de diminuer la masse salariale ou encore d'augmenter les tarifs de services périscolaires. Face à l'inquiétude des usagers, la municipalité se veut rassurante. Franck-Edmond Mariette et Stéphane Petitfrère. L'annonce du déficit de la caisse des écoles du Saint-Esprit de plus de 500 000 € n'est pas vraiment une surprise pour l'équipe municipale, car depuis 2018, un travail de rééquilibrage aurait commencé avec la Chambre régionale des comptes. Ce n'est pas une découverte pour nous, puisque nous partons d'un déficit qui était de plus de 1 million d'euros en 2018,
Et suite aux différentes préconisations de la Chambre régionale des comptes, nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui nous a permis aujourd'hui de réduire de plus de moitié ce déficit. Et nous avons bon espoir, avec la suite de la dynamique mise en place, atteindre l'équilibre pour 2024-2025. Dans ces préconisations, la Chambre régionale des comptes recommande à la Caisse des écoles de procéder à l'augmentation de ses tarifs de services périscolaires. Une éventualité d'augmentation du prix des repas de cantine qui ne serait pas vue de bon œil par les spéritains. C'est déjà 28 € par mois, c'est déjà assez difficile pour certains parents. Alors bon, moi je travaille, ça va. Mais imaginons ceux qui ne travaillent pas et qui sont au chômage. C'est difficile parce que j'entends autour de moi. Donc s'il y a une augmentation, vous pensez bien que la caillette. Ce sera encore plus difficile pour les parents parce que déjà, on n'arrive pas à s'en sortir. Et augmenter encore, là, on ne pourra pas s'en sortir du tout. Pour l'instant, ce n'est pas une solution qui est envisagée. Quand bien même avec l'Ukraine, la pandémie, etc., on sait que le coût des matières premières a augmenté. La piste que préconise la Chambre régionale des comptes, c'est de revoir la répartition de la participation de la CAF à la restauration. Pour l'instant, on est sur un rapport 80% pour l'espace sud pour la production des repas, 20% pour les caisses des écoles pour tout ce qui est l'encadrement des repas. Et donc, la négociation est plus à ce niveau pour rééquilibrer un peu cette répartition. Dans les conditions de redressement, la CRC invite aussi la Caisse des écoles à poursuivre et intensifier ses efforts en matière de maîtrise des charges de personnel. Nous prenons en compte les préconisations, mais par exemple, la réduction de la masse salariale, c'est quelque chose qui nous est un peu difficile à mettre en œuvre de manière aussi brutale qu'elle le préconise. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une activité qui nécessite beaucoup de personnel. Nouveau challenge pour la municipalité du Saint-Esprit. Présenté à l'horizon 2025, un budget primitif de la Caisse des écoles en équilibre. Un coup d'œil au-delà de nos terres à présent, direction le Venezuela, l'un des 42 pays au monde où l'avortement est interdit, sauf danger de mort pour la mère. Face aux restrictions, les femmes se tournent souvent vers des solutions clandestines au risque de mettre leur vie en danger. Écoutez ces témoignages recueillis par Kelly Pujard. Dans ce bidonville de Caracas, une mère de 5 enfants vit dans une extrême pauvreté. Pour protéger son identité, nous l'appellerons Maria. La jeune femme de 26 ans a tenté d'avorter lors de sa 3e grossesse. Elle n'a pas pris de pilule abortive, mais a bu une boisson à base de graines d'avocat et de plantes médicinales, en vain. On dit que les pilules abortives sont plus efficaces, mais j'avais peur de prendre cette pilule et de finir à l'hôpital. Ici, on ne peut pas faire ça, car on peut aller en prison. Ils nous mettent en prison. C'est pourquoi je n'ai pas pris de pilule. De quelques mois à 6 ans d'emprisonnement, l'avortement est sévèrement réprimé au Venezuela. De peur d'être incarcérée, cette musicienne témoigne aussi de façon anonyme. Elle a payé plus de 450 € pour mettre un terme à sa grossesse. Elle était tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule contraceptive. Elle n'a pourtant pas échappé au jugement d'un médecin. La réponse a été immédiatement non. Je ne fais pas cette procédure, je ne fais pas d'interruption de grossesse, je ne le fais pas. Assume tes responsabilités. Pourquoi être si agressif? Tant de haine à l'égard d'une personne qui essayait en fait d'éviter cela. Comme l'avortement est illégal, seules les Vénézuéliennes les plus fortunées y ont accès de manière clandestine, en déboursant jusqu'à 900 € dans des centres privés. Pour les autres, la loi ne l'autorise que si la vie de la mère est en danger, une situation que déplore cette ONG qui fournit des conseils en matière de sexualité et de reproduction. Ce n'est pas une lutte nouvelle et de nombreuses organisations, pas seulement PlaFemme, y travaillent et y ont travaillé. Mais il semble que ce ne soit pas une priorité pour les décideurs. Pour eux, ce n'est pas une priorité que les femmes meurent en se faisant avorter dans des conditions dangereuses. Selon Amnesty International, aucune avancée significative n'a été enregistrée l'an dernier au Venezuela, bien loin des mouvements pro-avortement observés en Amérique latine ces dernières années. Allez, retour chez nous. Le Tour des Yoles arrive à grands pas. Avant le coup d'envoi dimanche, on découvre ce soir les équipes qui vont mener cette semaine de compétition. Au Fort Saint-Louis, ce soir, tous les yoleurs, les patrons d'embarcation sont rassemblés autour de l'organisation pour une grande soirée de présentation. On rejoint sur place Stéphane Lupon et Stéphane Petitfrère. Bonsoir Stéphane. Alors comment s'annonce cette 37e édition ?
Bonsoir Edilia, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Vous l'avez dit, nous sommes au Fort Saint-Louis pour la présentation officielle de cette 37e édition du Tour de la Martinique en Yole Ronde. 16 équipages, 7 communes, 8 étapes parmi les communes visitées dans Fort-de-France, le Diamant, Rivière-Pilote, le Vauclin, le François, Trinité et Saint-Pierre. Voilà pour le profil de ce 37e Tour des Yole Ronde de la Martinique. Ce soir au Fort Saint-Louis, c'est présentation des équipages, présentation des maillots devant un parterre de patrons, de partenaires, mais également quelques membres des équipages. Parmi les équipages présents ce soir, il y a celui de Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. C'est tout simplement le dernier vainqueur du Tour de la Martinique au Yole Ronde. Avec nous, le secrétaire général de l'association YoleNet 2000, c'est Dominique, rappelez-moi votre nom, j'ai complètement oublié, Dominique Baston, voilà, le secrétaire général de 2000. Dominique, qu'est-ce que vous avez mis en place pour conserver ce titre visible de champion de Martinique, puisque vous êtes également champion de Martinique, mais également de détenteur du Tour de la Martinique en Yole Ronde? Oui, mais écoutez, nous avons gardé la même préparation que l'an dernier, donc 6 mois d'entraînement intense, 4 jours, 2 jours par semaine en salle et 2 jours par semaine en mer. Et puis de la rigueur, de la persévérance, travail sur le mental. Donc voilà les ingrédients que nous avons conservés. Nous n'avons rien changé par rapport à l'an dernier. Et puis une remise en question systématique à chaque compétition, vérifier qu'on est dans les clous. Merci à Dominique Baston, donc le secrétaire général de l'association YoleNet 2000. Vous l'avez compris, il l'a dit, hein, rigueur, persévérance, ce seront les maîtres mots sur le plan d'eau à partir de dimanche et également donc toute la semaine. Rappel, vous pourrez suivre toutes les étapes sur Martinique la Première, en télé, en radio, mais également sur le web. Rendez-vous donc dimanche pour le prologue. Et oui, ça promet une belle compétition. Merci beaucoup Stéphane Lupon, accompagné de Stéphane Petitfrère. Et sur le parcours des lioleurs, il y aura tous ces sites d'exception qui font la beauté de la Martinique. Parmi eux, le Cap Macré, au Marin, célèbre pour son cœur creusé dans la roche. Pour savourer ce spectacle depuis la terre, il faut marcher pendant une vingtaine de minutes à travers un joli sentier. C'est l'instant évasion des vacances. Il est signé ce soir Raphaël Luce et William Zebina. Au premier regard, elle nous éblouit par sa palette de couleurs. En cheminant sur un beau sable blanc, nous avons rencontré cette famille. Sur cette plage de Cap Macré, ces 2 mères et leurs filles se détendent dans un espace idyllique. J'aime bien les coquillages parce qu'il y a des coquillages et il y a des roches, on peut se détendre, dans l'eau. Tu veux des poissons? Oui, des moyens, des petits, des gros? Des gros et des petits. Et des moins hauts. Après cette rencontre au bord de mer, notre balade continue sur un sentier sauvage et préservé. Marchons au cœur d'une forêt habitée par la faune et la flore. Nous redescendons, direction la plage de l'Anse-Grosse-Roche. Nous sommes seuls au monde. Ce magnifique endroit désertique a une grande particularité. On y trouve une roche assez unique. À travers son cœur, le ciel et la mer se marient. Un peu plus loin, sur sa petite colline, il y a la fameuse chapelle de la Vierge des Marins. De retour à Cap Macré, nous retrouvons Aurélie et sa famille. Habituée à cette plage, elle nous a donné les raisons de cet attachement. On y vient depuis 40 ans. C'est une plage qu'on affectionne. On aime bien le sable, on aime bien la piscine pour les enfants, on aime bien les vagues. C'est comme si on avait 3 plages en une. Cap Macré a un côté sauvage qui est préservé. On aime aussi le gros sable, à vrai dire. Le week-end, les campeurs aiment fréquenter ce coin paradisiaque. Si vous cherchez plutôt la tranquillité, le côté authentique de cet espace vous permettra d'être en harmonie avec la nature.
Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Un épisode pluvieux particulièrement intense a traversé la Martinique aujourd'hui. Plus de 50 mm d'eau accumulée en 1 heure par endroit. Et pour une fois, Rivière-Pilote est épargnée. La commune située dans une cuvette retenait son souffle, comme à chaque fois lors d'un épisode pluvieux. Voilà pour l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. À tout de suite.